Bonjour à tous, bienvenue au 15e webinaire du réseau des générateurs Nouvelle-Aquitaine sur le photovoltaïque au service de l'eau et de l'assainissement. Moi, je suis Mathieu Mansouri, je suis conseiller générateur en Nouvelle-Aquitaine et avec le réseau des générateurs, on voulait vous proposer ce webinaire en plusieurs temps. D'abord, je vais vous faire une présentation du potentiel photovoltaïque sur les sites eau et assainissement. Ensuite, on aura une intervention de Cécile Cessac du cabinet Brun-Cessac qui évoquera les montages juridiques possibles, les points de vigilance de ce type de projet, et puis un retour d'expérience, un témoignage sur la stratégie que met en place Audi7 avec le témoignage d'Hortense Bray. On aura ensuite un temps de questions-réponses d'une demi-heure. Le webinaire est enregistré. Il sera disponible en replay sur la chaîne des générateurs, où on vous transmettra le lien. Le support également et ses annexes, les supports et les annexes seront téléchargeables. Si vous êtes bien inscrit et que vous avez bien rentré votre adresse mail. Donc vous pourrez revoir ça plus tard. Ce que je vous propose avant de démarrer, c'est de vous présenter ou représenter succinctement l'émission du réseau générateur. C'est un réseau qui est soutenu par l'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine et qui a pour but d'accompagner et de soutenir les élus des communes, des intercommunalités dans le développement des filières photovoltaïques et éoliens à travers un conseil neutre, gratuit, les accompagner dans l'ensemble des étapes d'un projet et puis les orienter vers les acteurs et les interlocuteurs qui sont en capacité de les aider à concrétiser des projets, à planifier et à organiser le développement de ces filières sur leur territoire. Pour réaliser ces missions, on a des catalogues d'animation qu'on propose pour l'ensemble des élus sur des volets techniques en lien avec le photovoltaïque et l'éolien, et puis sur les volets d'appropriation territoriale, d'implication des acteurs du territoire dans ce type de projet. Donc n'hésitez pas à nous solliciter pour pouvoir animer ce type d'informations sur vos territoires. Vous pouvez retrouver l'ensemble des missions et des bilans d'activité du réseau Les Générateurs quand vous aurez le support en cliquant ici sur le bilan détaillé, connaître l'émission avec une vidéo en 3 minutes et puis revisionner l'ensemble des 14 webinaires passés pour avoir des informations sur d'autres sujets. Et si vous souhaitez nous contacter, gardez bien cette adresse mail qui arrive à l'ensemble des conseillers générateurs Nouvelle-Aquitaine. Et ce conseil générateur est assuré par 3 structures en Nouvelle-Aquitaine, le CRER, l'ALEC et Sirena. Rentrons dans le potentiel photovoltaïque des sites eau et assainissement, et où je voulais démarrer ce webinaire par une illustration de ce qu'est une installation photovoltaïque et de comment elle s'intègre dans des sites d'eau potable et d'assainissement. Donc on a d'abord des modules photovoltaïques qui produisent de l'électricité en courant continu. Ces modules ont une garantie de performance de 25 à 30 ans et sont ensuite raccordés à un onduleur qui va convertir l'électricité des panneaux pour le rendre compatible avec l'installation électrique et avec le réseau électrique. L'onduleur est un appareil électronique qui, lui, a une durée de vie autour de 10-15 ans et des extensions possibles à 20-25 ans. Donc, vous voyez qu'on se projette sur des longues durées d'exploitation sur ce type d'équipement, qui ensuite sont raccordés au tableau électrique des sites, la plupart du temps en ce moment, et pour les sites qui nous concernent dans ce webinaire, pour alimenter directement les consommations. Et le site est toujours raccordé au réseau électrique, donc c'est bien des installations en autoconsommation, c'est-à-dire que l'électricité produite est consommée sur place, mais pas forcément en autonomie. On a toujours un lien avec le réseau, l'hiver, la nuit et les cas où le photovoltaïque ne peut pas subvenir aux besoins. Donc ça ne change pas l'accès au réseau et l'abonnement électrique d'un site. Il y a d'autres types de raccordements possibles, mais c'est ce qui est à privilégier et le plus intéressant pour vos sites, et c'est ce en quoi le photovoltaïque peut apporter un maximum de choses, c'est réduire les consommations d'électricité du réseau en alimentant les sites en autoconsommation. Je vous illustre ceci sur une journée en dessous, qui est une journée sur une station de traitement des eaux usées à Lezay, où on voit une production photovoltaïque en jaune, la consommation du site
en fonction des heures de la journée en rouge, et en vert, la partie d'électricité qui reste sur place, qui est en autoconsommation individuelle sur le site sur lequel l'installation est raccordée, et fait des économies directement et évite d'acheter de l'électricité. Vous voyez qu'il y a une partie en jaune qui est du surplus qui ne peut pas être consommé tout de suite parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre la consommation et la production, ou plutôt il y a plus de production que de consommation à cet instant donné. Et donc, comment gérer ce surplus? On a la possibilité de mettre une installation un peu plus petite pour avoir que du vert, que de l'autoconsommation individuelle et pas d'injection sur le réseau ou pas de surplus. On a la possibilité de stocker ce surplus pour le restituer la nuit, quand le photovoltaïque ne produit pas directement. Et on a possibilité d'injecter cette électricité sur le réseau, soit pour être vendue sur le marché ou à des tarifs soutenus par l'État. Et aujourd'hui, ce type de valorisation est peu intéressante. Donc, on va aussi pouvoir injecter sur le réseau cette électricité, mais pour d'autres usages, et notamment, je vous en parlerai tout à l'heure, pour de l'autoconsommation collective, c'est-à-dire pour alimenter d'autres sites, d'autres compteurs proches avec ce mécanisme d'autoconso collective. J'en profite aussi pour vous dire que dans le chat, vous pouvez poser plein de questions. Si on n'y répond pas dans la demi-heure qui nous restera à la fin du webinaire, on vous enverra un récapitulatif de questions-réponses pour que ça réponde au mieux à vos besoins. Pour pouvoir faire ce type d'installation, il faut trouver un endroit où implanter du photovoltaïque et essayer d'optimiser l'implantation pour réussir à produire l'électricité la moins chère possible. Vous pouvez installer du photovoltaïque sur des bâtiments, à privilégier des bâtiments neufs ou rénovés, parce qu'implanter du photovoltaïque, ça peut générer une charge sur un bâtiment. Il y a des conditions à respecter pour que le système photovoltaïque puisse être certifié en termes d'accroche et de performance. Donc il faut souvent des couvertures neuves, rénovées et compatibles avec un système de fixation photovoltaïque. Donc les bâtiments neufs ou rénovés sont particulièrement adaptés pour ce type d'installation. On peut également installer des systèmes au sol. Donc là, à gauche, la partie toiture, c'est la station de Lezay que vous avez vue juste avant. Et puis ici, c'est la station d'épuration de Fléac sur le Grand Angoulême, où on a une installation au sol qui est lestée. On voit ici des lestes qui viennent tenir les panneaux. Les installations peuvent aussi être fixées avec des pieux en fonction de la nature du sol. Et donc tous ces espaces au sol peuvent être utilisés pour alimenter vos sites. On peut aussi, en fonction de la taille des sites et de l'usage, installer des ombrières photovoltaïques sur des parkings, sur des espaces utilisés sur vos sites. Privilégier le moins cher, c'est la toiture d'abord, le sol ensuite et les ombrières. Les ombrières apportent un service en plus qui peut être pris en compte pour choisir le mode d'implantation. Mais l'installation en toiture sera toujours moins chère parce que mobilise moins de systèmes de fixation, si la toiture est adaptée. Ensuite, il va falloir privilégier aussi une surface adaptée à vos consommations, j'y reviendrai, et utiliser la surface la plus grande possible pour avoir un effet d'échelle, une installation la moins chère possible, et produire 1 kWh de manière le plus compétitive possible pour faire le plus d'économies sur vos sites. Quelques spécificités des sites assainissement et eau potable. On a souvent des sites qui sont en zone PPRI, qui sont concernés par les plans de prévention des risques d'inondation. Et c'est pas un critère rédhibitoire qui nous empêche de faire des installations photovoltaïques, mais c'est quelque chose qu'il faut prendre absolument en amont, à la fois pour voir la faisabilité et avoir des recommandations ou des prescriptions sur la manière dont concevoir l'installation, et notamment la hauteur de l'ensemble des équipements électriques. Il peut y avoir des contraintes pour s'assurer d'un maximum de sécurité de tous ces équipements électriques. Et je vous mettrai en annexe du webinaire une note de la Direction générale de la prévention des risques
assez récente qui détaille les conditions d'implantation du photovoltaïque en zone inondable. On a aussi des enjeux autour des périmètres de protection, des zones de captage, et qui est aussi à étudier au cas par cas. Une ressource intéressante que je vous mettrai également, c'est l'avis de l'ANSES sur l'exploitation de l'ensemble des énergies renouvelables dans des périmètres de protection, donc qui traite de toutes les énergies renouvelables et dont on retrouve un point sur le photovoltaïque. Et cette note, je vous ai fait un extrait de la note ici, qui exprime l'avis de l'ANSES dans les périmètres de protection immédiats et rapprochés. Donc, dans les périmètres immédiats, c'est très compliqué, ou c'est même pas recommandé, surtout pour des questions d'accès à ces périmètres à des personnes qui ne sont pas compétentes en matière d'eau potable. Et pour les périmètres rapprochés, l'impact du photovoltaïque est jugé faible et négligeable. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une contrainte, ça c'est un avis de l'ANSES, qui en plus date de 2011. Donc après, en chaque région, les ARS et l'ensemble des acteurs qui ont à juger ça font du cas par cas, mais se basent sur cette littérature scientifique. Comment trouver l'installation photovoltaïque adaptée aux besoins d'un site d'eau potable ou d'assainissement? Je vous ai mis quelques ordres de grandeur qui est issu d'une étude, d'une enquête qu'a fait Amorce sur les consommations d'énergie des services publics d'eau potable et d'assainissement, et qui vous montre, en fonction du nombre d'habitants que gère l'ouvrage, les consommations moyennes qu'on retrouve pour les sites d'eau potable et d'assainissement. Et on va retrouver en moyenne entre 20 et 90 kWh par an, par habitant, de consommation pour ces sites-là. Vous voyez qu'il y a une grande diversité en fonction de la taille des stations, de l'âge, des technologies utilisées. Cette enquête est faite sur 640 stations, donc ça montre un peu la diversité des consommations, mais ça nous permet de voir un ordre de grandeur des consommations à couvrir par le photovoltaïque. Ce qui me permet de poursuivre dans les ordres de grandeur et à prendre avec des pincettes, hein, ça reste des ordres de grandeur, et c'est à analyser site par site, usage par usage et consommation par consommation. Mais si on a une station de traitement des eaux usées, par exemple, qui a une capacité de 1000 équivalents habitants, on peut essayer de viser une installation de 20 kW crête, ce qui va produire 22 000 kWh par an. Ça représente à peu près 90 mètres carrés en toiture et en ombrière. Et si on met au sol, comme il faut espacer les capteurs pour qu'ils ne se fassent pas de long, ça représente à peu près 180 mètres carrés d'emprise au sol. Et ça permet d'avoir un potentiel d'autoconsommation de 90%. C'est-à-dire que les 22 000 kWh qui vont être produits par l'installation photovoltaïque sont à 90% utilisés par le site directement. Et les 10% restants, c'était le jaune de tout à l'heure, et soit bridés, stockés, injectés sur le réseau. Ça ne veut pas dire que le site est autonome à 90%, hein, c'est la production locale est valorisée à 90% sur site. Et souvent, ce type d'installation permet de couvrir 25% à 50% des besoins de la station de traitement. Donc en fonction du nombre d'équivalents habitants, ça permet de se faire un ratio et de voir le potentiel photovoltaïque qu'il faut essayer de viser et d'essayer après de le trouver en toiture, au sol ou en ombrière. Si jamais vous avez beaucoup de surplus en jaune, dans mon graphique de tout à l'heure, sur une installation, que vous avez un potentiel photovoltaïque beaucoup plus important que les besoins du site, on peut valoriser cette électricité sur d'autres sites qui vous appartiennent ou non, avec le principe de l'autoconsommation collective, qui est principe d'échanger une production d'électricité entre plusieurs compteurs qui sont proches en utilisant le réseau public. Donc cet échange, il peut se faire gratuitement si c'est plusieurs sites qui vous appartiennent. Vous autoconsommez sur plusieurs sites grâce à une seule production. Et ça peut être via un contrat si celui qui produit et celui qui consomme ne sont pas la même entité. Ça concerne des installations de production d'électricité assez grosses. Hein. Vous voyez qu'il y a des limites à 5 ou 10 mégawatts en fonction des cas qui sont adaptés à beaucoup de
de potentiel que vous avez sur vos sites. Et c'est entre plusieurs compteurs autoconsommation collective. Ça peut être 2 compteurs qui vous appartiennent. Et comme on échange en passant par le réseau, on appelle ça de l'autoconsommation collective. Ensuite, il y a des critères de proximité géographique à respecter entre ces différents sites. Et donc à étudier au cas par cas, parce que le périmètre de base est de 2 km entre les différents compteurs qui participent à une opération, et des dérogations possibles en fonction de la localisation de la commune. Est-ce que la commune est en zone périurbaine, rurale, et aussi en fonction de la nature des titulaires des compteurs. On peut avoir des dérogations au périmètre d'un EPCI, de la communauté de communes ou d'agglomération, ou communauté urbaine, si y a un compteur appartenant à une collectivité locale et l'ensemble des compteurs appartenant à des entités publiques ou assurant une mission de service public. Et bien entendu, comme on passe par le réseau, que le gestionnaire de réseau va compter ce qui est injecté sur le réseau et à quel site ça va être attribué, il faut que ça appartienne, l'ensemble des compteurs appartiennent au même gestionnaire de réseau. Pour faire de l'autoconsommation collective, il faut d'abord avoir une production et avoir du surplus par rapport à un site. Donc ce n'est pas forcément adapté à tous les sites parce que souvent ce qui limite le photovoltaïque, c'est la capacité à installer et pas forcément la consommation, surtout sur les usines d'eau potable et les stations de traitement des eaux usées. Donc si on a du surplus, on a un contrat d'achat à un tarif plus ou moins intéressant ou quelqu'un qui gère les kilowattheures sur le réseau, donc un contrat avec un responsable d'équilibre, et un contrat d'accès au réseau pour pouvoir injecter cette électricité sur le réseau. Et faire de l'autoconsommation collective, c'est alimenter un autre consommateur qui va s'alimenter directement via la production locale, qui continue lui à avoir son contrat de fourniture d'électricité. Et pour pouvoir faire ce type d'opération, il faut qu'il y ait une personne morale organisatrice qui réunisse l'ensemble des participants, qui signe une convention d'autoconsommation collective avec le gestionnaire de réseau. Vous allez vous retrouver dans 2 situations ou 2 types d'opérations qui n'ont pas le même degré de complexité. Des opérations qu'on peut appeler patrimoniales, c'est-à-dire vous produisez sur une station de traitement des eaux usées et vous alimentez quelques pompages, une autre station d'épuration pas loin, une usine d'eau potable. Dans ce cas-là, ça appartient à votre même patrimoine. C'est une opération assez simple parce que la personne morale organisatrice, le producteur, les consommateurs, c'est la même. Il peut y avoir des opérations un peu plus complexes, ouvertes, avec différents acteurs, où il y a, c'est pas les mêmes acteurs entre les producteurs et les consommateurs. Du coup, il peut y avoir un contrat et une gestion, une facturation à organiser entre les différents participants. En synthèse, il faut d'abord identifier le potentiel photovoltaïque sur vos sites. Quel espace au sol, quel bâtiment peut être mobilisé, de ne pas manquer le moment de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment pour implanter du photovoltaïque, bien réfléchir à l'espace au sol mobilisable tout en gardant des réserves foncières ou une évolution possible pour les sites. Privilégier l'autoconsommation individuelle avec les ratios et les ordres de grandeur que je vous ai donnés tout à l'heure. Et puis en cas de surplus, injecter sur le réseau pour essayer de valoriser en autoconsommation collective, soit sur le reste de votre patrimoine, soit auprès d'autres acteurs qui seraient en capacité de consommer cette électricité. Vous pouvez aussi réfléchir à l'autoconsommation collective, mais pas en tant que producteur ou futur producteur, mais en tant que consommateur. Si vous n'avez pas de potentiel photovoltaïque sur les sites, vous avez une consommation importante et potentiellement d'autres producteurs autour qui sont en capacité de vous alimenter grâce à l'autoconsommation collective. Donc, il ne faut pas hésiter à vous positionner aussi en tant que consommateur d'une opération d'autoconsommation collective. Avant de poursuivre sur la partie juridique, les conseils et les montages de projets possibles, je voulais faire un zoom sur la délégation de services publics, qui est un point important pour voir le potentiel et puis
anticiper les montages juridiques possibles à venir. Quand il y a une délégation de service public, dans la majorité des cas, le délégataire a un contrat de soutirage, c'est lui qui a l'abonnement et qui choisit son fournisseur d'électricité pour le site, et donc le contrat d'électricité est au nom du délégataire. Quand on fait du photovoltaïque en autoconsommation individuelle sur un site, l'électricité restant sur le site, ça fait des économies, mais au délégataire. Donc là, il y aura des réflexions, des montages juridiques adaptés à avoir pour que les économies et l'investissement soient correctement gérés, que la personne qui investisse puisse s'y retrouver en économie. Donc, il y a plusieurs montages possibles. Il y a une contrainte aussi, c'est que sur ce compteur-là, qui est géré par le délégataire, le gestionnaire de réseau, Enedis dans la majorité des cas, demande à ce qu'il y ait la même entité juridique qui soit titulaire des contrats d'injection d'électricité. Ce qui implique que ce soit aussi le délégataire qui ait un contrat d'accès au réseau et éventuellement des contrats d'achat ou de responsabilité d'équilibre pour gérer ces kilowattheures sur le réseau. Ce qui peut poser des difficultés en cas de changement de délégataire, ce qui est un élément à prendre en compte sur qu'est-ce qu'on fait de l'installation, est-ce qu'on fait que de l'autoconsommation individuelle ou est-ce qu'on valorise aussi cette électricité sur le réseau. Pour l'instant, je vous zoome sur la problématique. Je ne zoome pas sur les solutions à mettre en œuvre. Voilà pour cette première approche du potentiel. Je vais maintenant laisser la parole à Cécile Cessac pour qu'elle nous évoque les montages juridiques possibles et les points de vigilance. Cécile, est-ce que tu peux activer ton micro et est-ce que je peux te laisser partager ta présentation? Bonjour. Bonjour, merci Mathieu. Bonjour à tous. Je vais essayer de présenter. Vous me laissez si ça fonctionne. J'essaie de me mettre en affichage. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend bien. On voit Parfait. la présentation. J'essaie de la mode mettre plein écran, mais on la voit pour l'instant Ouais, pas en mode ça, plein écran. ça mouline un petit peu, mais là, normalement, c'est bon. C'est parfait. Merci. Et bien, du coup, pour prendre le relais, Mathieu, merci pour l'invitation et le partage de retour d'expérience autour de ce sujet eau et assainissement. Donc, nous, on intervient dans le cadre de montage de projets et on a accompagné plusieurs projets en lien avec des, des services gestionnaires de l'eau. Et donc, dans plusieurs cas de figure, effectivement, on a dû trouver des solutions pour articuler les solutions juridiques existantes sur le site en fonction de la qualité des producteurs et consommateurs, toujours en tenant compte évidemment des caractéristiques des surfaces dédiées, en fléchant une préoccupation sur la maîtrise du coût, on va dire plus que de l'eau, parce que j'ai pas de savoir-faire dédié sur la structuration de cette tarification, mais en tout cas, comment on récompense ou comment on permet aux services en lien avec la maîtrise de l'eau de pouvoir contribuer à cet équilibre. Alors on a recensé dans le cadre de nos différents projets ou compréhension en tout cas des enjeux des acteurs de l'eau, c'est que on a plusieurs modalités réglementaires applicables au site. Tu l'as évoqué tout à l'heure, Mathieu, sur les différentes réglementations applicables aux services de l'eau qui peuvent être assez variées entre des sites liés à l'épuration, à la potabilisation, mais aussi au forage, voilà, différentes caractéristiques qui peuvent chacune être mobilisées
Donc ici, on n'entre pas du tout dans le sujet de mise à disposition du foncier, de prise de participation particulière dans les sociétés de production. Donc là, on se focalise sur un modèle, on va dire, direct lié à l'autoconsommation. Donc on n'évoquera pas les problématiques d'AMI et autres compétences mobilisables dans le cadre de ces prises de participation, mais de pouvoir flécher en direct avec deux modèles juridiques. Le premier, principalement, ça va être soit dans les montages en propre, je suis déjà dans la colonne 3 de on fait en direct, comme voilà, assez classiquement avec un contrat, un marché de travaux très simple, où on va faire appel à un tiers investisseur qui, lui, va prendre en charge une partie des coûts d'investissement de la solution PV, et on va voir quel impact ça peut avoir dans le mécanisme. Ce tiers investisseur ou cette solution d'achat d'énergie pouvant elle-même être mobilisée sous différentes formes, avec un contrat direct, avec un contrat de mise à disposition, un contrat d'achat de fourniture. Et donc, on va voir qu'on a des enjeux un petit peu en ramification qui chacun va tenir compte des deux cases précédentes, hein, de qui consomme, comme tu l'as identifié Mathieu, sous quel format, de quel foncier mobilisable et pour quelle durée. Les bénéfices, et je pense que je peux aller vite là-dessus, pour ceux qui ont déjà voilà les idées autour du prix de l'eau, sur le fait qu'on a un certain nombre de facteurs techniques, mais c'est pas ma partie, qui permettent de trouver l'optimisation du dispositif. Pour ce qui est du levier réglementaire, je fais juste un petit focus complémentaire ici parce que ça nous intéresse beaucoup en ce moment de pouvoir voir comment contribuer à différents enjeux et à différentes clés de lecture qui facilitent fortement les instructions de ce type de projet. D'une part, c'est de savoir si les zones sont ou non situées en zone ZNA-ENR, si vous avez une logique, et ça va être très différenciant, je le dis ici, je le redirai comme ça, pas plus loin, mais sur les différences entre l'autoconsommation individuelle qui va contribuer au décret tertiaire et d'optimisation d'efficacité énergétique d'un site, contrairement à l'ACC qui, elle, est toujours considérée jusqu'à présent comme un contrat de fourniture, entre guillemets, d'énergie, et qui, elle, ne contribue pas à la réalisation de ces objectifs de décret tertiaire. Donc déjà, dans le choix et dans l'organisation de l'empilement réglementaire, ça peut aussi, dans certains cas, être un choix décisif de savoir quel est le format de consommation d'énergie qui peut être fait. Ensuite, on a différents, on va dire, dispositifs complémentaires qui viennent nous aider à travailler la stratégie, comme l'obligation sur les toitures, l'obligation de solarisation des parkings sur l'échelle des 1500 mètres carrés, par exemple, ou encore, après, sur l'angle planification et contribution des objectifs des PCAET, ce qu'on peut voir beaucoup, par exemple, de dossiers en cours sur lesquels on travaille, sur des zones d'épandage, par exemple, ou d'anciennes zones de traitement d'épuration, et dans lesquelles ces enjeux ont été identifiés comme de forts accélérateurs du PCAET pour pouvoir retravailler et splitter ces zones ici. Je m'attarde pas sur les points de vigilance parce qu'ils ont déjà été cités, notamment sur les caractéristiques techniques, échange avec les ARS, échange avec évidemment l'ensemble des différents corps d'instruction des DRIET et autres, puisque ici, qu'on soit en autoconsommation ou en appel d'offres ou en une autre matière de valorisation de l'énergie, on a un dispositif qui est parfaitement euh, équivalent, qui ne présente pas de spécificité sur ces différentes autorisations. Donc, on l'a vu, on a un dispositif dans lequel on va regarder quelles sont les zones mobilisables, et on en vient tout de suite sur l'initiative de réalisation du projet. Il est essentiel, d'un point de vue juridique, de pouvoir identifier
qui va être l'opérateur. Quand je dis l'opérateur, ça va être le bénéficiaire final finalement de l'installation. Et dans les premiers temps, ça fait quelques années qu'on explore un peu ces modèles et c'est pas forcément spécifique à l'eau non plus, mais de pouvoir voir quel est le lien entre soit une collectivité et un site de production, modulo son délégataire, son occupant et l'ensemble des différents occupants du site qui peuvent être bien sûr plus étendus que un simple entre guillemets concessionnaire. On peut avoir aussi des multi-usagers sur un site et qui là va nous donner déjà un premier point de qui est à l'initiative du projet, comment on concerte l'ensemble des parties pour pouvoir intégrer cette solution de production d'énergie au site et de voir quelles sont les limites. Et ça, c'est au cas par cas, je dirais presque qu'on peut avoir une solution, de savoir si oui ou non le projet peut être réservé quand même à la collectivité qui peut l'engager, par exemple flécher la distribution dans un projet d'ACC dont son délégataire serait l'un des consommateurs euh, final de la solution, ou si la DSP a au contraire d'ores et déjà réservé une possibilité pour l'exploitant de pouvoir la mettre en œuvre, quitte à travailler dans le cadre du renouvellement de cette DSP sur une reprise des contrats par les exploitants ou délégataires suivants, même y compris si elle devait être reprise en régie directe par la collectivité. Donc ici, le point de vigilance, ça va être de vérifier, comme tout projet d'ENR, l'origine d'implantation, sa qualification, parce qu'on est sur du domaine public, du domaine privé, qui est réellement propriétaire. Très souvent, dans le domaine de l'eau, on a des problématiques de mise à disposition, de délégation qui peuvent être faites d'une commune à un EPCI ou d'une commune à un dispositif. Et je mesure que, voilà, souvent, cette première brique de montage du projet de identification des enjeux liés à l'implantation du futur outil de production ne doit pas être négligée. Pourquoi? Parce qu'on va le voir quand on va lancer une procédure, qu'elle soit de mise à disposition d'une installation ou d'un achat d'énergie dédié dans le cadre d'un projet d'ACC, par exemple, on va prendre un risque, entre guillemets, de l'initier par un opérateur qui n'est pas nécessairement celui qui a la qualité pour le faire. Qualité au sens juridique basique du terme. Donc, une fois que cette brique a été identifiée, alors les chiffres sont purement estimatifs et travaillés de manière hyper générale, donc n'en tenez même pas compte. L'idée était ici de présenter l'effectivité des modèles à la fois autoconsommation individuelle, collective, patrimoniale ou étendue, qu'on a limité ici, mais bien sûr, elle se décline, étendue et étendue EPCI, qui permet de pouvoir gagner en flexibilité par rapport encore une fois à la production et à ce maillage. Quelques fondamentaux pour repère sur la définition, et je pense que dès lors qu'on va être dans tous les modèles d'autoconsommation collective, un point de vigilance va être celui, quand elle sera étendue et compris EPCI, la nécessité de constituer la fameuse PMO qui, elle, doit permettre de faire la courroie de transmission avec le gestionnaire du réseau. Et ici, je développerai pas forcément davantage sur ce sujet de la PMO, à garder à l'esprit que elle ne fait pas de transactions à date, elle ne facture pas, elle n'encaisse pas, elle est uniquement, on va dire, ce maillon intermédiaire de transmission des informations. Et dans certains cas de figure, elle peut être internalisée. C'est ce qu'on peut voir, par exemple, quand je dis internalisée, pour ce qui est si je fais le parallèle de ce qu'on a déjà pu mettre en place avec des syndicats d'énergie pour le compte de leur commune dans le cadre spécifique d'ACC étendu, à voir comment, ça fait partie des axes de réflexion, cet outil peut être optimisé pour pouvoir éviter de créer des structures qui soient jugées redondantes
à l'échelle d'un territoire ou de voir comment ça se structure. Donc cette PMO, si je reviens à mon tableau précédent, elle sera nécessaire ici dans mon autoconsommation collective étendue classique et dans ma boucle d'énergie dite EPCI à l'échelle donc du territoire de l'EPCI concerné ou de la boucle locale qui aura été mise en place et non dans le cadre d'une autoconsommation patrimoniale puisque la collectivité ou la personne publique concernée étant elle-même son propre producteur et consommateur, confusion entre guillemets juridique qui permet de pouvoir euh, éviter à la création d'une structure complémentaire. Un tout petit rappel sur les puissances étendues, une question qui nous est souvent posée sur la CC patrimoniale est de savoir si elle doit respecter les mêmes caractéristiques que la CC étendue d'un point de vue géographique et dérogation, puisque vous savez, dès lors qu'on va aller sur des périmètres qui sont excédentaires au-delà des 2 km classiques, pour les 10 et les 20 km, une dérogation doit être présentée à la DGEC pour pouvoir justifier les circonstances et surtout pour que Enedis puisse avoir une vision globale de l'ensemble de l'opération. Et donc, au final, on est entre guillemets, contraint par les mêmes périmètres, ce qui peut, voilà, sur de l'ACC patrimonial, être un point, ce que je peux signaler ici particulièrement. Pour les autres caractéristiques, je pense qu'il n'y a pas vraiment de, voilà, les sujets se sont au fil de l'eau bien simplifiés, donc plus vraiment de difficultés de réflexion autour de ces dérogations et de ces périmètres. Je passe donc sur la PMO pour pas déborder trop sur le temps. Je crois qu'il nous reste un petit quart d'heure. Pour revenir sur la sécurisation des relations contractuelles. Donc, depuis de la loi APER, on sait qu'on doit s'inscrire, enfin on le savait déjà, mais ça a été clarifié, on va dire, codifié par la loi APER sur le fait qu'un contrat d'achat d'énergie, y compris en autoconsommation collective ou individuelle, est un contrat qui relève de la commande publique, qu'elle doit être donc soumise aux obligations de publicité et de mise en concurrence. Dès lors qu'on a un tiers investisseur, va se poser la question de le feuilletage ou l'arbitrage entre le détenteur de l'installation et son utilisateur. Je fais une légère précision ici pour expliquer qu'avant de se lancer dans le cadre d'une opération d'autoconsommation individuelle ou collective, le diagnostic que Mathieu a rappelé tout à l'heure, il est essentiel et il passe aussi par l'examen du contrat d'achat de l'utilisateur final, du consommateur final, pour vérifier deux choses. Le premier, c'est qu'il ne subsiste pas de clause un peu étrange liée à une exclusivité ou à une obligation de consommation dans le cadre de ce contrat, ce qui pourrait éventuellement, je dis bien éventuellement, puisque là aussi, on va être sur du cas par cas en fonction des contrats, de pouvoir réserver une quote-part de l'achat d'énergie soutirée au réseau et de la substituer par un mode alternatif. Alors, sur la CI, de mon point de vue, mais encore une fois, je reste très générique et c'est pas à prendre au pied de la lettre. Je ne vois pas comment un fournisseur pourrait faire obstacle à une opération d'autoconsommation dite individuelle puisque c'est une opération qui, quel que soit, on va dire, l'objet social de la structure, quel que soit son mode opératoire, est surtout favorisée par les dispositifs des critères tertiaires et autres. C'est presque une obligation légale finalement. Et donc là-dessus, il y a peu de clauses qui pourraient faire échec à la mise en œuvre de ce projet. Pour ce qui est de l'autoconsommation collective, qui, elle, va nécessiter un lien de contrat classique de fourniture d'énergie,
on est un peu plus, voilà, prudent pour dire que les clauses peuvent, en fonction d'un TCORP, d'une obligation d'achat de volume, d'une obligation spécifique qui aura pu être discutée, lève le point. Ce sujet est de plus en plus présent dans les discussions, puisque, voilà, on avait pas d'opération massive ou de multiplication de projets, et y compris dans les groupements d'achat d'énergie, c'est des points qui sont régulièrement interrogés pour voir comment cette opération d'ACC peut s'inscrire, puisqu'elle va impliquer une identification d'un point de livraison qui pourrait potentiellement être supprimé du contrat d'achat d'énergie classique, et donc de voir comment ça s'articule. Donc, dans le diagnostic, deuxième étape après l'identification du site d'implantation et de son consommateur final, étape liée à la vérification des conditions d'achat d'énergie classique avant mise en œuvre de ce projet. Une fois qu'on a identifié donc dans quel process le projet va s'inscrire, il va falloir identifier quel type de contrat au sens de la commande publique sera mobilisable et selon quelle procédure. Cette procédure va nous permettre de viser deux choses. La première, c'est qu'une procédure de la commande publique, et ça c'est très important de le souligner puisqu'elle est commune finalement par rapport à l'ensemble des dispositifs d'autoconsommation, va l'emporter finalement sur la procédure de mise à disposition d'un site. Je m'explique. Si vous vous orientez vers un projet d'autoconsommation individuelle, qui n'est pas présenté ici, mais on va le voir après, l'autoconsommation individuelle, elle va impliquer une mise à disposition de l'installation, puisque le bénéficiaire final sera bien l'utilisateur de cette installation, même s'il n'en est pas propriétaire, il sera l'utilisateur, et également le consommateur final au sens de l'énergie. Donc, si cette conclusion d'un contrat va nécessiter une définition d'une mise à disposition d'une installation sous la forme, par exemple, d'un contrat de prestation de service engagé par la collectivité. Et ce contrat va emporter mise à disposition du site sur lequel sera implantée l'installation. Dès lors, on va pouvoir couvrir le sujet de la mise à disposition du foncier et de l'installation, le contrat de prestation de service, au sens du Code de la commande publique, englobant les dispositions du Code général de la propriété des personnes publiques. Il faut bien, à ce stade, se dire que toutes les frontières qui peuvent exister entre le Code général de la propriété des personnes publiques et le Code de la commande publique sont englobées par le Code de la commande publique. Si on devait faire un bras de fer entre le Code de la commande publique et le Code foncier, c'est toujours le Code de la commande publique qui l'emporte. Et donc, le point de vigilance, c'est toujours de dire, ce sera une procédure de la commande publique. Et il n'est pas, à ma connaissance, possible de prévoir un projet d'ACI ou d'ACC, quelle que soit sa forme, sous le visa uniquement d'un code de la commande, un code, pardon, de la propriété des personnes publiques. Donc, tous les modèles de j'ai fait un AMI et je vais autoconsommer ne va pas être suffisant au sens du code de la commande publique. Et c'est là qu'on voit que l'arbitrage dans finalement l'arbre à décision de comment le projet doit être positionné doit être vraiment assez tôt défini dans le cadre de la stratégie, sinon on peut se retrouver un peu comme dans un labyrinthe, coincé sur une procédure qui peut mettre en difficulté ensuite vos services et surtout vos élus et qualité de représentants dans le cadre de la passation de contrats de fourniture ou de mise à disposition. Donc, point de vigilance vraiment, tous les parallèles de même un contrôle étroit, même voilà, tous les dispositifs issus des dispositions du Code général de la propriété de la commande publique, dès lors que vous avez en face un contrat d'achat d'énergie, il faut qu'il y ait une petite lumière de vigilance qui s'allume, une petite lampe rouge qui dit attention, est-ce que vraiment on a la bonne base contractuelle et légale pour s'engager dans ce type de projet.
J'insiste pas sur le schéma qui a par ailleurs été présenté tout à l'heure par Mathieu sur l'articulation dans les différents modèles d'ACC patrimonial. Je pense qu'on va se focaliser davantage sur la technique contractuelle du marché, entre guillemets, de mise à disposition versus concession. C'est un sujet qui, lui, est assez connu dans la doctrine et entre les différents responsables ou y compris de fédérations qui travaillent sur ces sujets. Dans l'opération d'autoconsommation individuelle, on a donc bien un contrat qui, quand on fait appel à un tiers investisseur, j'évoque pas le contrat du marché des travaux classiques que vous connaissez parfaitement, qui nécessite une maîtrise d'ouvrage directe, et celui-là, au-delà du fait qu'il faudra que techniquement, évidemment, le besoin soit bien qualifié, n'emporte pas de spécificité particulière. La seule spécificité qu'on a ici, c'est la qualification de ce tiers investisseur et qui va impliquer d'avoir un choix entre deux modes classiques de procédure, le marché public de services mis à disposition, le qualifier comme ça pour que ce soit bien clair, ou une concession de travaux qui, elle, va nécessiter un peu en gamme un échelon supplémentaire. On a des points très intéressants entre les deux qui nous ont amenés à réfléchir sur vraiment plusieurs modes. Le système concessif, il est lié, et pour simplifier, à une exposition aux aléas du marché, à un risque d'exploitation. Et c'est une des raisons pour laquelle on estime que ce risque lié à l'exploitation ou à une exposition aux aléas du marché n'existe pas dans le cadre d'un contrat d'autoconsommation dite individuelle, pour une seule et bonne raison, c'est que l'exploitation, au sens juridique, est bien attachée à la qualité de l'autoconsommateur et donc de l'utilisateur du service, et ne reste pas attachée à celui de l'installateur. Je veux également pour preuve, et parce que ça fait un peu longtemps qu'on travaille sur ces questions, c'est qu'effectivement, dès lors que l'installation a été planifiée et décrite avec des caractéristiques techniques bien détaillées, le risque d'exploitation est relativement infime d'un point de vue technique. Ce qui nous fait dire que, mais là encore, il peut toujours y avoir des spécificités, c'est ce qui fait l'attrait de cette matière. On est plutôt dans le périmètre d'un simple, entre guillemets, marché de services de mise à disposition. J'ai un besoin, je veux autoconsommer, et donc j'ai un marché qui va être classique de mise à disposition, en veillant bien sûr à l'interdiction stricte de paiement indifféré qui est interdit, de limitation de la durée de ce contrat à une durée liée à son amortissement, et enfin avec une obligation également stricte de démantèlement à la fin de ce contrat, qui est jugée contraignante à l'heure actuelle dans le cadre du montage de projet, mais reste nécessaire pour éviter de le qualifier de vente différée ou encore une fois, pire, de crédit bail qui, elle, relève du monopole bancaire et donc serait strictement interdit. Donc à partir de là, on a un montage juridique qui est assez simple, une définition d'un moyen de montage et un contrat de service et de mise à disposition qui doit être établi. J'avance un petit peu pour ne pas retarder. Mathieu, n'hésite pas à me dire si je veux bien faire mon timekeeper pour me dire combien de temps il reste. Il faut que j'adapte le propos. Je surveille. Merci. Donc, une fois que je vous ai fait ce petit panorama de dispositifs les plus adaptés à soit donc l'autoconsommation collective, je fais un petit récap. Autoconsommation collective, dès lors qu'on va être en situation de consommateur, ça va être un contrat d'achat de l'énergie, donc qui va être pareil, assez simple à déterminer une fois qu'on a balayé tous les sujets techniques et contractuels initiaux. Dans le contrat d'autoconsommation individuelle avec tiers investisseur, ce sera un contrat de préférence
de services de mise à disposition d'un contrat, en évitant d'avoir une complexité trop étendue sur la définition, et donc avec des sujets qui vont faire de ce contrat que c'est non pas des kilowatts, j'aurais pu le préciser tout à l'heure, des kilowattheures qui sont facturés, mais un service lié à l'utilisation qui va être un équivalent finalement de l'euro qui est facturé. Pour ce qui est du cas d'usage, qu'est-ce particulier au niveau de l'eau, parce que ce que j'ai expliqué était très général par rapport au modèle. Ce qu'on peut partager comme retour d'expérience, c'est qu'on a effectivement des solutions qui sont plutôt adaptées à des réseaux qui sont sur site. Donc, de préférence, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que le tiers investissement, et notamment en ACI, est assez efficace et très simple à mettre en place parce qu'il est en ligne directe et récompense rapidement l'efficacité au niveau de l'eau. Pour ce qui est des sites de plusieurs établissements, là, évidemment, là, c'est la cartographie et la rémunération du tiers qui doit pouvoir être efficacement démontrée avec une petite spécificité sur la maille PCI qui, elle, permet de générer plusieurs achats entre plusieurs collectivités. Ici, je fais un petit stop de procédure parce que, comme vous l'avez vu, si on est dans une sorte de circuit fermé de mise en œuvre d'un contrat de mise à de fourniture dans le cadre d'une procédure d'ACC étendue, type EPCI, on pourrait être tenté de se dire qu'on n'a pas besoin de contrat d'achat d'énergie au sens de la commande publique, dès lors qu'il n'y a que des personnes publiques mobilisées dans le cadre de la boucle d'ACC EPCI. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis, peut-être le reformuler. La possibilité de faire cette maille ACC étendue EPCI repose sur un postulat qu'elle ne doit grouper que des personnes publiques, donc le PCI, des communes ou des structures qui ont en charge un service public. Ça vaut aussi pour les SEM et leurs filiales. Donc, qui dit filiale dit une SEM à plus de 50% au capital de cette structure. On pourrait donc voir ici une sorte de véhicule dans lequel je dis un petit peu un gros mot au sens juridique, elles sont toutes un peu in-house parce que c'est que du public et donc entre elles, la possibilité d'acheter l'énergie pourrait être sans nécessiter une nouvelle mise en concurrence. Eh ben c'est pas le cas. Alors ce serait trop simple et ça ne permet pas de pouvoir contractualiser directement cet achat d'énergie, y compris dans le biais de cette EPCI. Le seul cas où on peut le faire, mais c'est vraiment une fiction juridique un peu dégradée, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'autoconsommation patrimoniale, où là on est entre personnes morales quasiment uniques sur un même site. Donc, je le redis ici, effectivement, y compris dans le cadre du secteur de l'eau, il n'existe pas de dispositif dérogatoire à deux entités qui seraient tierces l'une par rapport à l'autre. Je prends par exemple d'une commune par rapport à un syndicat d'eau, les deux n'étant pas in-house au sens strict. Si c'est le syndicat qui produit et que l'on déploie cette opération, la commune devra néanmoins procéder à une sélection au sens de la commande publique du marché d'énergie qui serait issu de ce modèle d'ACC étendu EPCI. Donc, en résumé, on a plutôt des modèles qui sont assez basiques de steppes plus ombrières parce que on a de la surface artificialisée, on a de la possibilité de pouvoir concéder
une autoconsommation individuelle, une consommation individuelle avec tiers investisseurs de manière assez simple et plusieurs cas de mobilisation de stations qui ont mis à disposition leur parking pour pouvoir contribuer à un décret tertiaire, à une obligation réglementaire de solarisation, etc. Donc, je passe un peu vite sur les sujets, sachant que sur les zones qui peuvent être aussi flottantes, on a dans le cadre du nouvel arrêté tarifaire sur le segment 0,500, des définitions très claires sur ce qu'est la possibilité de couvrir une étendue d'eau qui est à la fois flottante, alors pas flottante justement, pardon, mais qui est en ombrière, alors qu'il ne faut pas confondre effectivement avec une installation flottante, mais la possibilité d'implanter sur un espace d'eau une ombrière qui doit conserver ses caractéristiques. Donc, à date, on n'a pas dans le dispositif sur le segment 0 à 500, dont contrôle Mathieu, pas de possibilité de faire du flottant sur ce segment. Donc, ça fait partie des questions potentielles qui peuvent être remontées à la DGEC pour clarifier, mais cette définition est relativement stricte et a des effets évidemment sur le coût, puisqu'une installation d'une ombrière à installer sur une installation, y compris étendue d'eau, pas les mêmes caractéristiques. Et puis, peut-être pour terminer, donc juste une explication par rapport à des projets qui là, ont été mis en place et qui vont probablement se dérouler avec d'autres caractéristiques. C'était pour vous présenter que c'est faisable de faire ces projets sur des étendues très proches d'un périmètre immédiat d'un PPRI, comme tu l'évoquais tout à l'heure, Mathieu, sur la possibilité. Donc, l'un des syndicats d'eau, on est dans la région de Tarbes, et la réalisation d'une centrale photovoltaïque. Alors, à l'époque, et c'est vrai que le déploiement a été très long, donc l'autoconsommation collective n'a pas pu être explorée, mais un peu au grand regret du président du syndicat de l'eau, parce que c'était une forte demande. Mais en tout état de cause, la présentation d'un projet qui a pu être fait, et là, la petite construction que vous voyez et le puits de captage. Donc, on est vraiment sur un périmètre très fort, et même s'il est rapproché d'un puits. Juste pour rappeler aussi que la contribution de ce projet-là, il était attendu, y compris par les services préfectoraux, puisqu'on est sur des puits-grenelles avec des fortes sensibilités environnementales, une nécessité de préserver un équilibre économique du syndicat de l'eau aussi fortement attaqué, entre guillemets, par la construction justement du périmètre, de la protection de ce puits et une source de revenus pour le syndicat d'eau qui a permis de pouvoir travailler à l'échelle locale et en partage de la valeur avec les agriculteurs locaux, une redistribution des bénéfices. Donc des projets vraiment vertueux, synergie PVO, même si on n'est pas exactement sur la thématique de l'ACC comme aujourd'hui parce que voilà, chronologie, on va dire, réglementaire. On est vraiment dans cette synergie classique. Et donc, en synthèse, et je fais très vite, donc on a vraiment, entre guillemets, mais ça, c'est bien sûr à co-construire, de notre point de vue, au moins 4 questions prioritaires à se poser. Quels sont les modes de valorisation pour finalement qui donc est-ce qu'on va être sur ACC, ACI avec un contrat de mise à disposition, contrat de service, et donc dans ce cas-là pas trop d'immixtion ou de collusion avec d'autres collectivités versus commande publique, ou ACC, point de vigilance à double niveau. Quelle est ma construction d'achat d'énergie aujourd'hui? Est-elle compatible avec ce projet? Deuxième niveau, quand je l'achète, j'ai nécessairement une procédure de la commande publique à respecter. Pour quelle retombée? Donc, est-ce que c'est bien la collectivité en charge de l'exploitation du service de l'eau ou c'est mon délégataire et comment ce vase communicant peut avoir-t-il lieu? Et puis enfin, évidemment, à la fin de l'installation, à qui revient-il et quelles sont les retombées plus globales financières de ce projet?
J'espère que je ne vous ai pas trop déçu et surtout pas trop compliqué la tâche par rapport à ce type de structure PV versus commande publique. Merci beaucoup, Cécile, pour cette intervention. La pédagogie que tu as mis en œuvre pour synthétiser un sujet complexe. Donc très intéressant. Merci. Avant de laisser la parole à Hortense Bray, est-ce que tu peux nous éclairer sur une question de Johan Leroyer, de la communauté d'agglomération du Pays Basque, qui est dans le chat et qui, je pense, a un projet d'ACC, d'autoconso collective, à l'échelle de l'EPCI, de la communauté d'agglomération, probablement avec un délégataire qui achète l'électricité en délégation de service public. Et il se pose la question, au regard de votre exposé, vous confirmez donc que la disposition d'un contrat de DSP peut imposer que le titulaire du contrat se source en énergie dans la boucle ACC. Est-ce que je peux te laisser y répondre, soit maintenant, soit plus tard? Et la question est très précise. Elle est très précise, merci beaucoup. Alors, j'aimerais dire oui, sans réserve. J'aurais bien sûr des questions de savoir si l'opération d'ACC est déjà en place ou est-ce qu'elle est à venir et qui en est à l'initiative. On n'aurait pas complètement répondu à la question plus générique en matière de marché public. Est-ce qu'on peut imposer un mode de sourcing dans le cahier des charges de l'ACC? Ce qui est plus facile à dire, je vais le résumer comme ça, mais c'est peut-être pas suffisant de votre point de vue, mais si le contrat est déjà en cours, ou en tout cas qui fait partie du panel de construction de la DSP, je pense qu'on doit pouvoir trouver une possibilité de faire prendre en compte par l'exploitant de cette fonctionnalité, de cette fonction support. Ensuite, évidemment, pourrait dire qu'on se heurte au principe de liberté du choix du fournisseur, qui est un principe cardinal du code de l'énergie et protégé comme un ordre public de protection de surcroît, donc on ne peut pas y déroger de manière si simple. Donc ce point de vigilance doit être conservé. Et j'ai l'habitude de dire que dans ce cas de figure, il faut regarder quel est le contexte du projet. Dans quelle mesure, voilà, on a un service qui peut être impliqué. Donc, le fait d'être uniquement un acheteur dans le périmètre d'une ACC, si le contrat est existant, ce sera plus facile à faire reprendre par l'exploitant existant que si l'opération est en cours de déploiement, dont on pourrait se dire, je vais être un peu cru caricatural, est-ce que c'est pas une vente forcée qu'on va imposer aux concessionnaires à des suggestions économiques et techniques qu'ils n'auraient peut-être pas choisies. Voilà. Donc là-dessus, encore un peu de balance à voir, mais je pense que ça peut se travailler selon les cas de figure. Si très succinctement, Johan Leroyer voulait prendre la parole pour soit préciser la question, j'ai vu que vous vouliez le faire dans le chat, ou compléter, n'hésitez pas. Oui, merci, c'est gentil. Johan Leroyer, donc la communauté d'agglomération Pays Basque. Nous disposons de la dérogation de la DGEC depuis quelques mois. L'ambition, c'est dans le cadre de futurs contrats de DSP, en fait. On a un projet d'investissement de plusieurs centrales. On va déployer donc 5 MW de traite sur 4 à 5 ans. Et l'idée, c'est dans le cadre dans les futurs renouvellements qui devraient intervenir autour de 2029, d'introduire une clause en disant demander aux délégataires de venir en tant que consommateur au sein de ces boucles se sourcer partiellement pour ces projets pour ces sites qui seront dans le contrat de DSP. Donc ça nous semblait au contraire plus souple de le faire sur les futurs contrats, d'écrire de manière lisible les règles du jeu au départ, que de venir aujourd'hui sur des contrats existants. D'accord. Donc, la dérogation, c'est votre établissement. Donc, j'imagine peut-être syndicat ou collectivité le PCI qui l'a sollicité. Ouais. Et donc, du coup, de pouvoir ajouter, il n'est pas désigné aujourd'hui comme établissement consommateur, le futur délégataire de la DSP. Non. Dans la dérogation, on a indiqué par contre que potentiellement, on ajouterait des sites qui répondent à cette exigence du texte. Oui.
de toute façon, du point de vue de l'ACC, ça, il y a pas de sujet, tout est conforme Ouais. et ça, c'est pas d'enjeu. Le seul sujet, ça va être la finesse dans le cahier des charges, de voir à quel moment l'installation va être évidemment opérationnelle, comment va être fixé, est-ce que la liberté du choix du prix est laissée au concessionnaire ou est-ce qu'il arrive avec des conditions financières qui sont déjà pré-travaillées. On a des parallèles avec ça. On a des parallèles avec, par exemple, je fais une comparaison, c'est toujours se rassurer, comme on dit, mais les réseaux de chaleur, quand on impose dans une DSP de réseau de chaleur Ouais. d'acheter de l'énergie gaz à un producteur. Donc, je pense qu'il n'y a pas de... Voilà. Il y a des solutions. Il y a des solutions. Ok. Je ne veux pas être trop optimiste, mais je pense que ça doit être parfaitement possible à voir jusqu'où l'installation technique, parce que évidemment, la chaleur, c'est quand même plus normé du point de vue du point de vue du cadre. Donc, c'est plus facile de raisonner sur ces techniques-là que de l'achat d'énergie où on a multipartite avec un outil qui, si je comprends, est peut-être pas encore opérationnel et une technique de prix qui est peut-être pas encore figée. Donc voilà, c'est peut-être ces sujets-là qui sont les plus... Le prix, c'est le prix de la régie UNR. Donc, il n'y aura pas de discussion sur le prix. Ouais, d'accord. Le prix sera annoncé dans le contrat de DSP, les règles de révision seront annoncées dans le Ouais, contrat de DSP, mais voilà, le prix, c'est celui de la régie UNR. ouais, donc du coup, il n'y a pas d'effet d'aubaine et ouais. Non, mais ça a l'air d'être... encore une fois, en prenant la comparaison achat gaz, comment ça pourrait se structurer. Bon, je manque peut-être un peu de souplesse là pour vous répondre. Non, je vous remercie. De toute façon, je ne vais pas rencontrer le forum plus que ça. Merci. Merci beaucoup. Merci pour vos précisions à tous les deux. Je vous propose qu'on poursuive avec des retours d'expérience d'O17 avec Hortense Brie, la directrice générale des services, à qui je laisse la main pour le partage et la présentation. On voit la présentation. Alors, ton micro est coupé, Hortense. Vous voyez la présentation? On la voit pas en mode présentation, mais on la voit. C'est parfait là. Très bien. Merci à tous. Effectivement, donc moi je vais prendre quelques exemples qu'on a pu mettre en œuvre à O17 et qui entrent vraiment en écho avec ce qu'a présenté Cécile. C'est assez rigolo. Entre ce qu'on a déjà fait et ce qu'on envisage de faire avec des montages. Nous, on a pris des montages simples aujourd'hui et on s'interroge sur des montages un petit peu plus complexes. Juste pour resituer O17, on a une maille départementale, on a un syndicat ancien puisque créé en 1952 et on couvre 431 communes en eau potable, donc on a beaucoup d'ouvrages, beaucoup de sites en eau et en assainissement. C'est un syndicat intercommunal avec une péréquation tarifaire, donc la redevance est identique pour l'ensemble des abonnés des communes adhérentes à O17. Et c'est important de le dire parce que ça joue aussi sur nos capacités à investir, y compris sur des projets photovoltaïques. Les élus d'O17 en 2020 ont voté une stratégie de résilience et d'adaptation au changement climatique. Alors évidemment, très portée sur les enjeux du service public de l'eau et de l'assainissement avec comment on alimente les Charentes-Maritimes en eau potable à l'horizon 2050 avec le changement climatique, comment on protège les milieux naturels avec nos rejets en assainissement, mais également des enjeux, le souhait d'être au plus proche de nos intercommunalités et de nos communes pour s'inscrire dans leur propre démarche de développement d'énergie renouvelable et de récupération, et aussi évidemment réduire notre propre empreinte écologique, mais aussi réduire notre facture d'électricité qui, comme tous les services d'eau et d'assainissement, au moment de la guerre en Ukraine, on a tous senti un petit frisson sur notre facture d'électricité qui entraîne immédiatement une augmentation potentielle pour la facture des usagers. Les élus d'O17, dans ce cadre-là, ont voté une stratégie environnementale avec un volet qui s'appuie vraiment sur nos sites industriels avec des enjeux de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et travailler sur notre sobriété énergétique. Et puis un volet plutôt en accompagnement de nos collectivités sur évidemment les enjeux d'économie d'eau, mais aussi de les accompagner lorsque l'on peut
sur des actions liées à l'énergie. Pourquoi on s'est intéressé assez tôt aux enjeux énergétiques? On a beaucoup de sites et beaucoup de consommation d'électricité. Donc, notre régie publique est le plus gros consommateur d'électricité de Charente-Maritime, avec évidemment des usines de production d'eau potable, mais également des stations d'épuration et beaucoup de postes, de petits postes, Cécile l'évoquait, répartis sur le territoire, puisque la Charente-Maritime est plutôt plat. Donc, du coup, on a beaucoup de postes de pompage en eau et en assainissement. On a choisi d'avoir une démarche à plusieurs niveaux. Donc, quand Mathieu m'avait sollicité pour faire un retour d'expérience, je lui ai dit, avant d'aller vers les énergies renouvelables, les services d'eau et d'assainissement doivent d'abord se pencher sur l'économie de l'électricité, comme on le préconise également pour l'eau potable. Avant d'aller chercher à substituer, il faut d'abord économiser et limiter les consommations inutiles. Donc, on a appliqué la démarche de l'eau sur nos consommations énergétiques. Donc, en 2021, on a lancé des audits énergétiques. Alors, on était aussi obligé de le faire, mais on a choisi d'en profiter, de transformer en une opportunité, notamment sur nos plus gros sites consommateurs. Sur l'eau potable, il s'est avéré que nos sites n'étaient pas si mauvais que ça. Sur la partie station d'épuration, le point le plus consommateur, c'est l'aération dans les stations à boues activées. Et donc, on a choisi d'aller faire un peu de benchmark, notamment avec nos collègues de Rennes Métropole, sur comment on pouvait optimiser cette aération. Et on a expérimenté un système d'innovant avec la société Pure Control qui vient gérer les temps d'aération un petit peu mieux que ce qu'on peut faire avec un automate, voire largement mieux en termes de temps, mais aussi de fonctionnement lorsque les coûts énergétiques sont les moins chers, donc de fonctionner un peu en temps différé et sur des plages de temporalité différentes de ce qu'on peut faire avec des sondes et des automates. Donc ça, on a, à l'époque, l'achat innovant n'était pas dans le code de marché public, donc on avait passé un achat innovant dans le cadre de l'expérimentation du code de la commande publique, ce qui nous a permis, et puis ensuite on a déployé à l'ensemble de nos stations. Et derrière, on s'est intéressé, ce qui nous reste d'électricité indispensable à consommer sur nos sites, est-ce qu'on peut avoir une production plus locale, être moins dépendant on va dire des cours nationaux, voire internationaux, sur les fournitures d'énergie. Et donc, on a lancé une étude d'opportunité. Donc, je zoome un petit peu sur Pure Control, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un système d'intelligence artificielle, en gros un calculateur qui va très très vite, plus vite que nos automates habituels, et qui va nous permettre de gérer notre consommation d'électricité, bien sûr en garantissant pour autant la qualité des effluents. Donc, on a fait une expérimentation sur 8 sites. Il y a des sites qu'on a exclus, c'est-à-dire qu'en dessous de 3000 équivalents habitants, c'est pas très rentable économiquement. Et donc, on a aujourd'hui 19 stations d'épuration. Donc, on a d'abord équipé, je le précise parce que c'est ce qu'on a parlé, les sites en régie publique. C'est plus facile, effectivement, quand le maître d'ouvrage est le même. Si on est deux entités, mais on est la même entreprise. Donc, c'est plus facile d'imposer à notre régie, qui est d'ailleurs nous a beaucoup accompagnés sur l'expérimentation. Il y a beaucoup de changements de comportement à apporter aux exploitants, c'est-à-dire qu'une machine qui prend la main sur la station d'épuration, c'est pas si simple à expliquer aux agents, donc il faut les convaincre, il faut leur démontrer, et ça fonctionne plutôt bien puisqu'ils se rendent compte qu'ils peuvent avoir du temps libéré sur d'autres sujets. On est aussi passé dans nos délégations de services publics, donc on a demandé à nos délégataires sur des contrats en cours de s'y intéresser, et on l'a imposé sur les nouvelles DSP. Alors, c'est peanuts par rapport en termes de montant financier par une DSP sur 10 ans. Y a pas, donc, ça fait pas de faussement de la concurrence, mais on a imposé l'équipement et le système. On souhaitait garder la technologie Pure Control sur l'ensemble de nos stations d'épuration pour, en cas de changement d'exploitant dans les cadres des DSP, ne pas avoir à tout réinventer. Donc, ça nous permet le fonctionnement d'avoir des kilowattheures qui sont un peu optimisés, mais surtout une facture d'électricité qui est vraiment optimisée. On a sur certains sites des stations de 10 000 équivalents habitants, on gagne 20% sur le poste d'aération, donc c'est pas négligeable. Donc, premier enjeu, connaître ses consommations d'électricité, réduire, et ensuite une étude de potentiel. Donc,
comment on essaye de réduire la dépendance énergétique. Donc, on a lancé une étude de potentiel sur finalement qu'est-ce qu'on pourrait utiliser. Bon, l'éolien, pas trop, l'hydroélectricité non plus, la géothermie, pas beaucoup. Et donc, on est plutôt parti sur le solaire photovoltaïque avec un objectif plutôt d'autoconsommation. Donc, valoriser nos espaces disponibles, ça a été évoqué par Mathieu. Sur nos sites, on achète des parcelles qui sont des fois un peu trop grandes par rapport à nos équipements. On a aussi des parcelles des fois un peu trop petites par rapport à nos équipements. Donc, c'est vraiment en lien avec l'existant. Et puis, ça nous permet derrière d'essayer de maîtriser au moins une partie de notre facture d'électricité et donc la facture des usagers. Concrètement, quel projet on a mis en œuvre? Donc, on a plusieurs projets terminés et quelques projets encore à l'étude. Donc, on est parti sur les stations d'épuration. Mathieu l'a évoqué, moins de contraintes que sur les sites d'eau potable. Pour autant, on est allé rencontrer l'ARS pour savoir qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et sur les sites d'eau potable, lorsqu'on est en toiture, l'ARS n'a pas d'avis. Ça, toiture, autoconsommation, pas d'avis. Tiers investisseur, plus compliqué, puisqu'on est censé maîtriser l'ensemble des personnes qui interviennent sur nos sites d'eau potable. Donc, en termes de Vigipirate, de PGSSE, de lutte contre la malveillance, c'est plus compliqué. Donc, on a choisi, sur nos projets actuels, d'être maître d'ouvrage, financeur de l'investissement. Lorsqu'on est sur des sites existants, on a demandé au CRER, donc on est adhérent au CRER, et on leur a demandé de nous accompagner sur des études d'opportunité. Donc, à chaque site, on regarde la consommation du site, de la localisation, de l'espace disponible. Est-ce qu'il y a un projet pertinent? Donc, à chaque fois, on a un business plan, en tout cas un projet financier qui nous permet de se dire si c'est rentable, pas rentable et à quelle échéance. Quand on est sur des projets de construction ou de réhabilitation, on a intégré cet enjeu au programme du maître d'œuvre. Donc, on lui demande de nous faire une étude d'opportunité et on finance derrière l'étude de faisabilité. Et ensuite, si c'est concluant, c'est intégré directement dans les phases de consultation des entreprises. Sur les modes, alors je ne vais pas reprendre les termes très précis qui ont déjà été évoqués par Mathieu et Cécile. Nous, on est en autoconsommation, c'est ce qu'on vise en premier, réduire notre facture. Donc, pour l'instant, on a plutôt visé sur nos sites consommateurs d'électricité, donc stations d'épuration, l'autoconsommation à 100%. En toiture, la vente de surplus étant autorisée et prévue par la loi, on a aussi prévu quelques ventes de surplus. C'est pas si simple parce que quand on achète de l'électricité par Enedis, c'est pas le même Enedis que celui quand on produit de l'électricité. Donc les contrats d'achat, c'est compliqué. Au17 est propriétaire, mais c'est notre régie publique qui paye les factures d'électricité. Donc il y a quelques points administratifs. Avec Mathieu, on s'est un peu arraché les cheveux sur un des sites. On en a encore un qui est en cours de mise en service. Mais une fois qu'on veut le faire, on y arrive quand même, c'est pas si compliqué. En autoconsommation, tout va à peu près bien. Le cadre juridique est assez simple puisque c'est comme si je mettais un groupe électrogène. Donc je me produis moi-même, je m'alimente moi-même. Donc on a des centrales au sol, une centrale en toiture. On est en train d'étudier ce qu'on appelle un tracker photovoltaïque. C'est un grand pylône avec des panneaux qui bougent, donc qui s'adaptent à l'ensoleillement. Donc la rentabilité semble meilleure, mais on a voulu tester sur une station d'épuration. Pourquoi on a retenu cette solution? C'est qu'on n'a pas de place. Mathieu l'a évoqué tout à l'heure, quand on est en toiture, il faut d'abord vérifier que la toiture résiste. Le local qu'il y a sur cette station d'épuration, le toit ne résiste pas, donc on n'a pas choisi de renforcer le toit parce que c'est un site, il n'y a pas grand-chose dedans, donc ça paraissait du surinvestissement. Et donc, on est revenu sur une solution où il y a moins besoin de foncier, un tracker photovoltaïque. Et donc là, on n'a pas de retour d'expérience puisque les travaux sont en cours. Et puis, on a sur tous nos projets où on on réhabilite. Donc, Pussac-Forêt, c'est une toute petite commune en Haute-Saintonge. C'est une toute petite station d'épuration, mais on a toujours un local électrique, un local d'exploitation, un local pour le PRG, le poste de refoulement général,
Et donc, on a essayé d'équiper en toiture, puisque quand on construit, pour le coup, le surcoût d'installation est très faible, finalement. L'usine d'eau potable de Diconge, donc sur la ville de Saintes également, on doit reconstruire un nouveau bâtiment. Donc pareil, finalement, intégrer des panneaux photovoltaïques, Steppe de Maran également en toiture. Et puis, sur ces projets-là, un peu nouveaux, on avait donc sur les sites en toiture la vente de surplus. Bon, vous connaissez un peu le contexte des tarifs d'achat. On est en train de faire des études pour mettre en place des batteries de stockage qui nous permettraient d'avoir un fonctionnement un petit peu plus en relation entre j'utilise l'électricité au moment où j'en ai besoin. Donc ça, c'est une nouveauté qu'on regarde. Sur les stations d'épuration, le système Pure Control que j'évoquais, c'est aussi gérer la production photovoltaïque, donc pour optimiser notre utilisation de l'électricité produite. Et en fait, à chaque fois, ça a déjà été dit, mais il faut se reposer les questions de l'optimum économique, finalement. Qu'est-ce qui marche le mieux, qu'est-ce qui fonctionne le mieux, suivant la place, suivant la consommation d'électricité du site. Voilà. Donc là, je vous ai remis en exemple la première centrale photovoltaïque qu'on a réalisée donc avec le CREA en suivi du chantier. Donc c'est une station sur l'île d'Oléron de 15 000 équivalents habitants sur lequel on a installé, vous voyez les photos, deux ensembles de panneaux. Ça nous a coûté 122 000 €, zéro financement tiers. Et donc ça nous permet d'avoir une consommation et donc on a une centrale de supervision sur cette station. Ensuite, on a un deuxième cadre où, je vous l'évoquais tout à l'heure, dans la stratégie, c'est réduire notre facture d'électricité, mais c'est aussi potentiellement s'inscrire dans les plans climat, air, énergie, territoire des collectivités. Donc, on a des sites où on met à disposition notre foncier pour produire de l'énergie locale, mais on ne l'autoconsomme pas. Donc là, à chaque fois, d'un point de vue juridique, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait un appel à manifestation d'intérêt avec une publicité suite à une manifestation d'intérêt spontanée. Donc, on met en concurrence sur notre site internet pendant quelques semaines et puis on délibère pour attribuer à la personne qui nous a proposé le projet. Donc, on a fait ça sur notre siège. Je vous remontrerai l'illustration tout à l'heure. Et puis, on fait ça aussi sur une station d'épuration. On a une zone non utile, c'est-à-dire qu'on est sur des fils plantés de roseaux, donc nous, on ne consomme pas beaucoup d'électricité. Par contre, on a des parcelles qu'on n'utilise pas parce qu'on a dû acheter une parcelle agricole très grande. Et donc là, c'est la collectivité qui gère l'appel à manifestation d'intérêt, qui gère l'ensemble du sujet. Et nous, on met juste à disposition le foncier. On a également sur un bâtiment tertiaire en construction, donc on a les toitures, pareil, donc sur le bâtiment tertiaire, on a très peu de consommation d'électricité. Et nous, on ne sait pas vendre de l'électricité. Donc on ne sait pas mettre des panneaux sur le toit et vendre de l'électricité. On est un syndicat d'eau et donc le contrôle de légalité et le trésorier payeur nous a dit non, vous ne pouvez pas vendre d'électricité, vous pouvez ne vendre que de l'eau. Donc, du coup, on a fait ainsi appel à un autre partenaire pour développer la centrale photovoltaïque en toiture. Et après, soit il revend en autoconsommation collective, soit il revend directement au fournisseur d'électricité. C'est lui qui gère. Nous, on fait une mise à disposition du foncier uniquement, donc y compris sur toiture, c'est faisable. Donc, juste pour vous illustrer le projet qu'on a fait sur notre siège, donc on a 3 ombrières photovoltaïques. Donc, on a fait appel à nos collègues d'une SEM Énergie départementale, donc qui a géré le projet. Nous, on a juste une mise à disposition du foncier. Et puis, on en a profité, ça c'est intéressant d'un point de vue service d'eau, puisqu'on en a profité pour revoir l'ensemble de notre système de gestion des eaux pluviales. Ça marche assez bien. Une fois qu'on intervient sur le parking, on en profite pour mettre tout à niveau. Ça, c'est le projet sur la station d'épuration de Tenac, où, vous voyez, on a nos filtres à planter de roseaux. Nous, on est plutôt au sud de la parcelle et on est propriétaire de ce petit rectangle bleu. On le met à disposition de la communauté d'agglomération de Saintes qui a géré un appel à projet qu'a obtenu Enercop et sur lequel ils sont en train de développer une centrale. Donc, on ne sera pas acheteur, on ne sera rien du tout. Nous, on met juste à disposition le foncier.
quelques projets en perspective un petit peu plus compliqués d'un point de vue montage juridique. Donc, dans la première élément, sur la partie économie d'énergie, on avait fait des audits énergétiques, et là, je ne sais pas si vous êtes concernés, vous, mais la réglementation a évolué, et maintenant, on va passer à l'obligation de passer en ISO 50001, donc système de management de l'énergie. Bon, nous, comme on est un gros consommateur d'énergie, tout ce qui est audit énergétique et ce qui peut nous permettre d'avoir des pistes d'économie d'énergie, moi, je trouve ça très intéressant. Tout ce qui nous oblige à faire beaucoup de papier, beaucoup moins. Pour autant, on a une obligation réglementaire, donc on va s'y mettre. L'avantage, c'est effectivement qu'on va peut-être mieux suivre les actions qu'on met en place. Donc, on a pas beaucoup de temps pour s'y mettre, et ensuite, on sera audité pour vérifier qu'on est certifié. Sur la partie photovoltaïque, donc premier projet un petit peu différent, c'est de l'agrivoltaïsme. Donc l'idée, c'est qu'on a, comme beaucoup de services d'eau, des captages sur lesquels on a des problématiques de pollution diffuse d'origine agricole, sur lesquels on a des plans d'action préventive pour travailler avec le monde agricole pour diminuer les intrants. Et on cherche du financement pour financer ce type d'action. Donc là, on a choisi un projet qui combine production d'énergie locale. Donc, on n'a pas beaucoup besoin, nous, d'électricité, puisqu'on va être sur des aires d'alimentation de captage très, très grandes. Et donc, on est allé chercher cette possibilité d'agrivoltaïsme. L'objectif pour nous du projet, c'est de sécuriser des revenus pour la transition agroécologique des exploitations agricoles. C'est pas pour récupérer de l'argent. D'abord, comme on ne peut pas récupérer de l'argent de vente d'électricité, on ne peut pas en récupérer. Juridiquement, nous ne pouvons pas être membres d'une société de projet, donc on est le grand organisateur, le grand coordonnateur, et l'objectif pour nous, c'est d'avoir un fonds financier commun, ce qu'on avait appelé un fonds de solidarité, c'est-à-dire que une fois qu'on a indemnisé l'exploitant agricole et le propriétaire, avec un montant raisonnable, tous les revenus complémentaires d'électricité sont mis dans un pot commun et permettent de financer les modifications de pratiques agricoles. Donc, c'est l'objectif qu'on s'est fixé. C'est pas si simple, donc on s'est fait accompagner par un cabinet d'avocats tout au long de la procédure, et on a attribué l'année dernière au candidat Impulsion Enercop, qui est un groupement et qui est en train de développer le projet, qui est en train là on attendait les élections municipales, bien sûr, retourner vers les 2 mairies sur lesquelles on a prévu de travailler, retourner vers les agriculteurs pour mettre en place le projet. Quelques autres éléments de diversification, Cécile en a parlé tout à l'heure, dans les délégations de services publics, donc on a une grande régie qui couvre 2/3 de notre territoire, mais on a aussi quelques délégations de services publics. Et donc, on a intégré, là, pour le coup, dans une nouvelle DSP, c'était évoqué tout à l'heure, ça nous apparaît plus opportun que de le faire au milieu d'une DSP. Et donc, on a intégré dans la phase offre, on a demandé à chaque candidat de réfléchir à quel projet photovoltaïque il pouvait faire, donc plutôt sur les stations d'épuration qui sont des gros consommateurs d'électricité sur l'île de Ré. On n'a pas de production d'eau potable sur l'île de Ré. Et qui produisent directement quel gain ils pouvaient proposer sur le prix aux usagers du service public. Donc, on a directement essayé de contractualiser les 2 phases. Évidemment, en amont, dans le cahier des charges, on est allé voir les communes et la communauté de communes de l'île de Ré pour les contraintes d'urbanisme. Et là, j'attire votre attention sur le fait que sur certains territoires, il y a plein d'interdictions. Voilà, donc pas de centrale au sol, pas de tracker photovoltaïque, uniquement des centrales en toiture, les zones interdites dans les PLU, Mathieu en a parlé, les PPRI liés aux zones d'inondation. Donc évidemment que ça, on le réalise toujours pour tous les projets, mais on n'a pas moins d'impact contractuel qu'avec une DSP où on découvre en cours de DSP que finalement, c'est pas possible. Et on était accompagné par un AMO pour la DSP pour rédiger l'ensemble des contraintes et évidemment des obligations de chacun. On réfléchit, donc je vous ai dit, on a plutôt pris le parti aujourd'hui sur les projets qu'on est en cours de mise en œuvre d'être entièrement investisseurs et financeurs.
Mais lorsqu'on va sur des très grosses stations d'épuration, les montants deviennent plus importants. Je vous ai monté Saint-Trojan tout à l'heure, on est à 120 000 €, on arrive à l'intégrer. On a une station d'épuration où on a commencé à étudier un projet, c'est 600 000 €. C'est toujours ça de moins qu'on ne met pas dans les réseaux, dans les usines. Donc dans notre contrainte, dans l'état actuel des contraintes budgétaires et financières, ça nous pose sujet. Et donc on réfléchit à est-ce qu'on peut avoir un éco-prêt, est-ce qu'on emprunte spécifiquement pour ça, est-ce qu'on va chercher un tiers investisseur, mais on est bien dans un projet d'autoconsommation individuelle. Donc, Cécile montrait tout à l'heure, les montages juridiques sont beaucoup plus compliqués que lorsqu'on est maître d'ouvrage, puisque c'est de la commande publique, on passe un marché de travaux et on s'alimente nous-mêmes en électricité. Là, c'est un petit peu plus compliqué. Sur les sites d'eau potable, ça nous paraît pas prévu. Enfin voilà, ça nous paraît plus difficile, avec l'idée qu'on aurait des intervenants qu'on maîtrise pas. Sur l'assainissement, ça nous paraît largement possible. Donc ça, c'est ce qu'on va étudier à partir de septembre 2026. Et puis, on a expérimenté aussi ce qui vous a été présenté, faire partie d'un projet territorial d'autoconsommation collective. Donc ça, c'est un projet monté par l'île d'Oléron, la communauté de communes, qui a monté une association qui s'est déclarée PMO. Donc Odyssette est membre de l'association et la régie publique va acheter l'électricité à un prix qui a été convenu pour tout le monde. Dans tous les montages que j'ai évoqués, puis ça a été évoqué précédemment, il y a les codes qui ont été montrés, code de l'énergie, CGCT, code de la commande publique, et il y a aussi le contrôle de légalité locale et le trésorier payeur, où nous, malgré ce que prévoit le code de l'énergie, les premières réactions du trésorier payeur étaient « ben non, vous pouvez pas. Vous pouvez pas acheter vente de surplus, vous pouvez pas faire ça, vous pouvez pas faire ça ». Donc on s'est bataillé un peu, donc on peut faire de la vente de surplus, mais on peut pas être membre d'une société de projet. Voilà, de bien vérifier vos statuts. On n'est pas un syndicat d'énergie. Lorsqu'on est un syndicat avec des compétences transférées par les communes, c'est compliqué. Il faudrait que les communes nous transfèrent la compétence énergie. Donc voilà, donc il y a quand même un préalable à vérifier à chaque fois sur vos statuts, vos possibilités. Et lorsque vous avez des projets, même si ça a l'air super d'un point de vue tous les réglementations, quand même vérifier après avec vos interlocuteurs locaux qu'il n'y ait pas de blocage ensuite au moment des flux financiers, puisque si le trésorier payeur ne veut pas encaisser ou ne veut pas dépenser, même si le projet est viable, ça posera souci. J'en ai terminé. Merci beaucoup Hortense pour ce témoignage et la richesse des modèles que vous avez développés et expérimentés. Je pense que ça va donner plein de pistes et d'idées aux participants. Il nous reste quelques minutes, même 20 minutes, pour prendre vos questions, si vous en avez, soit dans la conversation, dans le chat, soit en levant la main si vous voulez prendre la parole. N'hésitez pas. Et en attendant que les premières questions viennent, moi, j'en profite pour vous dire que si vous voulez en savoir plus sur Solerio et les opérations d'autoconsommation collective ouvertes, donc il y a d'autres initiatives, notamment, je crois qu'ils sont présents, d'agglomération de Guéret. Il y a l'épisode 12 des générateurs qui traitait d'exemples d'opérations d'autoconsommation collective ouvertes. Donc n'hésitez pas à retrouver l'épisode 12. Je vous mets le lien dans le chat pour que vous puissiez suivre ce webinaire. Je vois pas de questions, je pense qu'on a été trop clair, c'est bizarre. C'est le suspect, en tout cas pour ce qui me concerne, tellement c'est pas facile de s'y retrouver dans les montagnes. Après, on a... En tout cas, Hortense, sur le sujet, juste pour
pour boucler sur le sujet du contrôle de légalité, même si c'est pas vraiment le sujet là, je le trouve quand même particulièrement, comment dire, restrictif. Et sur le fait que il reste donc figé, il fait partie de ces contrôles de légalité qui considèrent que il n'y a pas de différence de traitement entre une compétence et une prise de participation, c'est ça? Enfin, lui, il estime que Tout à fait. Donc nous, on avait sollicité notre avocat pour donc on a une note juridique détaillée entre nos statuts, le code de l'énergie, ce que tu as évoqué, mais quand même non. Donc on a écrit 2 fois au préfet et finalement on a eu quelques assouplissements, mais voilà, on a une réponse qui est assez ferme sur certains aspects. Donc voilà, peut-être ouais, l'occasion de dire que tu le sais, on a poussé un contentieux sur ce sujet pour des syndicats d'énergie sur le principe de spécialité et le fait de ne pas confondre prise de participation et mobilisation d'une compétence, puisque nous on est vraiment sur du 2253-1 de prise de participation. Ça peut être le biais ici dans le cadre d'une société de production ENR, bien sûr, avec tous les garde-fous qui vont bien. Et donc sur décision favorable de Nantes en ce sens et sur le fait que, évidemment, nonobstant le principe de spécialité, il ne faut pas confondre la notion de compétence et de prise de participation. C'est au Conseil d'État et on a une audience le 11 mai. Voilà. Donc on a bataillé ferme, entre guillemets, sur le sujet et comme on a effectivement eu gain de cause sur les 2 niveaux d'instance avec des conclusions d'une rapporteuse de la CRC, ex-CRC et qui connaissait bien la problématique des collectivités publiques sur leur financement, parce que le sujet, c'est bien ça, hein, c'est de trouver les débouchés complémentaires en termes de revenus, c'est pas de créer des outils incontrôlables. C'était quand même un point qui reste à faire grandir. Bon, je referme la parenthèse, ça a permis de J'ai hâte d'avoir ce retour pour les projets à venir. C'est important, ça fait un moment qu'on attend ces réponses. C'est clair. Je crois qu'il y a Julien, je vais mal prononcer le nom, Birlinger, qui veut prendre la parole. Birlinger, c'est ça. Dans le cadre d'un groupement d'achat d'électricité avec un syndicat départemental, donc si je comprends bien, il faut attendre le renouvellement de ces contrats avec les fournisseurs pour qu'ils puissent intégrer l'achat d'électricité dans le cadre d'une ACC, peu importe d'ailleurs l'énergie renouvelable, mais d'une ACC territoriale à taille de PCI, par exemple. Alors, on est obligé d'attendre ces moments-là. Pas forcément. Peut-être que le groupement, je ne sais pas duquel vous dépendez, mais le groupement prévoit peut-être déjà la possibilité ou en tout cas tel qu'il est construit, n'oblige pas à un minimum d'achat ou d'achat d'énergie et donc du coup peut libérer un peu ce potentiel. Il faut regarder comment c'est construit. S'il est en cours de renouvellement, normalement, le syndicat fait le nécessaire. En tout cas, nous, on travaille régulièrement avec AEC, qui est un des opérateurs qui travaille sur les techniques d'achat d'énergie, et c'est des sujets qui reviennent de façon récurrente. Donc, je sais que dans les plus gros secteurs de commande publique, c'est déjà pris en compte, parce que ça fait partie des demandes des collectivités. Dans certains cas, il n'y a rien de prévu, mais ça peut être toujours un échange avec dans le cas des accords cadres et les accords subséquents qui sont passés avec l'achat d'énergie. Voilà, il y a quand même du cas par cas. Je voudrais pas être trop radical dans le propos. C'est pas parce qu'il y a un achat, un accord cadre ou un contrat d'achat en cours qu'il est vraiment pas ACC compatible. En tout cas, ça peut être aussi l'occasion de faire bouger les lignes. Et bon, la seule chose qu'on sait, c'est qu'effectivement, les acheteurs, les fournisseurs d'énergie le prennent pas toujours très bien, à tel point qu'il y a eu quand même des gros blocages aussi avec EDF qui continue à facturer 2 fois. Enfin voilà, il y a encore quelques ersatz de difficultés d'appréhension de ces sujets pour ressortir les points de livraison, faciliter la facturation. Il y a un petit peu d'ingénierie, mais
voilà, ça veut pas dire que c'est pas insurmontable, hein. À vérifier, à vérifier. Merci. Merci. Est-ce que David Billy, tu veux prendre la parole pour expliquer de vive voix la question complexe que je vois dans le chat? Ouais, alors je vais essayer. Bonjour à tout le monde, je vais essayer de la faire simplement, mais c'est pas si simple que ça. En fait, c'est une station d'épuration qui est sur un terrain, mais qui appartient à une structure privée, qui est utilisée par la commune, donc pour la station d'épuration, et en plus on a une DSP. Et l'idée, c'est de mettre du photovoltaïque, mais du coup, au niveau montage juridique, donc là, ça m'éclaircit beaucoup là, au niveau du webinaire, mais voilà, je pense que ça va être assez complexe. Donc l'idée, c'est plutôt de partir sur mise à disposition et puis fourniture de services. Mais voilà. Donc, voilà, c'est plus pour dire, voilà, on a encore un cas très compliqué. Faudrait peut-être voir, je vais laisser Cécile répondre, mais il faudrait peut-être voir le lien entre la structure privée propriétaire et le locataire, démarrer par là, quel est le contrat qui les lie, Oui, c'est ce qu'on qu'est-ce qui permet. c'est ce qu'on va regarder, ouais. Oh oui, puis après, effectivement, ça a l'air d'être assez classique. Le fait qu'il y ait un propriétaire privé, ça change pas grand-chose, puisqu'il faut, voilà, comme Mathieu l'a dit, une fois que vous connaissez les droits et la possibilité de modifier l'objet qui a été implanté sur le site, parce que ça, c'est un cas classique, hein, entre la DSP et la collectivité. Nous, par exemple, on a des cas où on a une DSP, il y a des espaces libres. Parfois, c'est pas très clair de savoir ce qui est mis, ce qui est entré dans le périmètre de la DSP ou ce qui peut être sorti. Il y a aussi quand même des techniques d'avenant, hein. Tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, ce qui permet de jouer aussi. Parfois, paradoxalement, le flou contractuel permet une plus grande agilité. C'est contre-productif de dire ça, mais quand la désignation est pas très claire. Et puis, dans tous les cas, justement, voilà, si c'est pas clair, il vaut mieux l'avenanter, préciser. Donc, ressortir du périmètre de la DSP une partie de terrain qui n'était pas forcément mobilisée ou nécessaire pour l'exploitant, pour permettre à la collectivité de le reprendre en direct pour faire elle-même le projet. Voilà, il y a plein de solutions qui peuvent se mixer. Mais effectivement, comme tout projet photovoltaïque, hein, le foncier, c'est la base et il faut pas passer trop vite dessus parce que derrière, ça peut avoir des conséquences en chaîne un peu pénibles à gérer a posteriori. Ok, Merci. merci beaucoup. Je vous propose, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, avant de conclure, si Vincent Gauthier-Duprat, si tu souhaites prendre la parole, n'hésite pas pour nous faire un retour sur l'expérimentation que vous avez fait, vous, sur votre territoire et peut-être les projets à venir. Je le souhaite. Et si tu es toujours là, je n'ai même pas regardé. Bonjour. Oui, vous m'entendez? Bonjour. Oui. Oui, du coup, moi, je travaille pour l'agglo de Guéret en Creuse et ça fait depuis le 1er janvier 2026 qu'on se fournit en électricité en partie via une ACC ouverte, puisque nous, on est un acheteur public et que c'est un vendeur privé qui nous fournit de l'électricité. Il y a une ombrière et une toiture qui font 400 kW crête et qui permet d'alimenter notre station d'épuration de Guéret. Voilà. Là où on a un peu bataillé, c'est au niveau des marchés publics, où c'était un peu, enfin voilà, c'est un marché qu'on n'a pas l'habitude de monter, donc on a réussi à le ficeler. Et voilà, ça fonctionne maintenant depuis le 1er janvier sans trop de soucis. Il y a juste Engie qui a du mal à s'adapter, notre fournisseur en fait historique, on va dire, qui a du mal à s'adapter à ça, mais ça va finir par rentrer dans l'ordre. Voilà, s'il y a des gens, j'en avais déjà parlé en effet dans le webinaire il y a quelques mois. Maintenant que c'est en place, s'il y a des gens qui ont des questions sur ça, je suis à disposition. Merci de ta disponibilité. Merci également à Hortense Bré et Cécile Cessac pour leurs compétences, leur pédagogie et la qualité de leurs interventions. Merci à tous de votre présence aujourd'hui. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne après-midi et vous donner rendez-vous pour l'épisode 16 des webinaires des générateurs. À très bientôt. Bon après-midi.